Tu es au bon endroit. Tu es venu chercher celui qui n'échoue pas, celui qui n'échoue jamais, le roi des rois pour l'éternité. Alléluia! Alléluia. On a l'impression que cette chanson de Delgrès, du groupe Delgrès, a été faite pour le film, alors qu'en réalité, j'ai écouté la chanson pendant que j'écrivais le film et je me suis dit, c'est incroyable, on dirait que cette chanson a été écrite pour ce film et j'ai décidé de lui donner le titre puisqu'on parle de toutes ces promesses non tenues, que ce soit les promesses des droits humains, que ce soit les promesses que l'Église ou le pasteur ou le prêtre fait à ses fidèles, les promesses d'une mère à sa fille, les promesses de sororité qui sont en tout cas challengées par rapport à la situation dans laquelle on est et la solidarité n'est pas toujours facile en fait. Et donc c'est toutes ces promesses que le film raconte. Qu'une cliente d'origine subsaharienne qui s'y trouvait était raflée par la police. La question de la migration, elle est traitée sur le prisme africain. 80% de la migration africaine se fait sur le continent africain. 20% de la migration africaine se fait dans le reste du monde et une partie en Europe. Donc c'est vrai que ça change d'un seul coup le point de vue. On est dans une réalité qui est immense, qui n'est jamais racontée. Et ce que le film a de fort aussi, c'est qu'il raconte les parcours migratoires des femmes. Et ça, c'est un phénomène plutôt nouveau dans la migration africaine. Auparavant, c'était surtout des hommes qui se déplaçaient. Et aujourd'hui, les femmes bravent comme ça les éléments, les politiques pour se déplacer là où elles sont empêchées. On parle beaucoup de migration des hommes et c'est vrai que c'était important de voir qu'il y a d'autres formes de migration où les femmes aussi sont même entreprenantes, elles sont dans l'entrepreneuriat. C'est toutes ces raisons un peu qui m'ont donné envie de faire ce film. Ce que j'aime aussi dans le film, parce que moi je suis une fan du travail des riches, c'est que c'est un film très lumineux aussi, de par l'image, de par l'humour. Il y a des moments comme ça assez absurdes ou clairement drôles, de comédie qui s'invitent. Et c'est ce que je trouve assez politique, c'est qu'on rend à ces personnages toute leur humanité dans toutes leurs dimensions et non pas uniquement dans ce qu'ils ont de, et je mets beaucoup de guillemets, de misérable. Ce qui m'intéressait, c'est justement de faire l'opposé de l'archétype de la migrante, en fait, et de dire que les parcours sont multiples et que souvent, en fait, les femmes, quand elles quittent leur pays pour aller ailleurs, elles sont très créatives dans la manière dont elles vont essayer de s'en sortir. Et je trouve qu'une journaliste qui devient pasteur et qui crée son église, à la fois, c'est une sorte d'entrepreneuriat social et étonnant. Et en même temps, voilà, c'est un vrai travail de solidarité, de communauté. Les tontons blancs là disent qu'on mange le chat. Toi, tu manges le chat? Je vais te manger. Oh. On a Nané qui est un peu l'électron libre du film et qui vraiment interroge Marie, la religieuse, sur justement ce plan de Dieu qui arriverait un jour dans notre vie et qui, pour Nané, n'arrive pas. Elle aurait pu choisir de focaliser sur un personnage précis. Mais je trouve que c'est important que certains films racontent une multiplicité de destins. Une étudiante, une femme dans la débrouille, une pasteur. On voit que la migration peut avoir des visages très très différents. Ouais. Elles ont toutes une histoire très particulière, elles viennent de milieux différents, mais je trouve que c'est à l'image des femmes d'aujourd'hui et de la migration, c'est multiple. Tu veux me mettre dans des trafics, je n'ai pas assez de problèmes. Et puis il y a Jolie, l'étudiante, qui elle... Je trouve que c'est très important de parler des étudiants parce qu'en vrai, un étudiant n'est pas vraiment un migrant. C'est un étudiant, il a un statut d'étudiant, il a un visa, etc. Et elle est perçue comme migrante juste parce qu'en fait, elle a la peau noire. Et je trouve que c'était important aussi de parler de ces parcours-là. Et puis, on a cet enfant, Kenza, qui aussi est une question, je pense, qui va revenir malheureusement de plus en plus. C'est-à-dire que les enfants qu'on retrouve sur les chemins de la migration qui perdent leurs parents, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? Qui est responsable d'eux? Et il y en a de plus en plus, malheureusement. Et le film interroge en filigrane un petit peu cette nouvelle question en fait, à qui appartient un enfant orphelin issu d'un parcours migratoire, à l'état dans lequel il a été trouvé, à la communauté dont elle est issue. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire, la communauté, en fait? Le danger rôde autour de cette maison, la police, les arrestations, les agressions. Et pourtant, ces personnages continuent à vivre, ils ont une vie. Ah, tu fais du gâteau?
Oui. C'est un gâteau africain. Pourquoi vous n'êtes pas africain? C'est une amie qui m'a appris cette recette. C'est un casting multiple. Aïssa Maga, évidemment, je l'ai tout simplement contactée en lui parlant du film, très tard sur le projet. Donc elle a été extraordinaire parce qu'elle s'est adaptée très vite. On parle de quelques semaines avant le tournage, puisqu'on devait tourner plus tard. La situation aussi politique actuelle faisait qu'il y avait une sorte d'urgence de tourner ce film. Erige a l'habitude de travailler avec des acteurs non professionnels. Et donc pour ce rôle, elle envisageait la même chose. Et puis bon, dans sa quête, elle a commencé à changer d'avis. Donc elle m'a envisagé, elle m'a envoyé un mail, on s'est rencontrés par Zoom, puis elle a réfléchi pendant de longues semaines. Puis un jour elle m'a dit, écoute, est-ce que tu voudrais bien venir faire une petite séance de travail à Tunis? J'y suis allée, c'était super. Je me suis dit, oh là là, j'espère que je vais l'avoir ce rôle, j'ai tellement envie de faire ce film. Et puis sur place elle m'a dit oui, en fait ça a été très fluide. Et moi je comprenais qu'elle s'interroge sur le fait de continuer à travailler uniquement avec des acteurs non professionnels, parce que quand on voit son précédent film, Sous les figues, c'est le cas et c'est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, parce qu'on est assez peu d'acteurs professionnels là sur Promis le ciel, et tous les gens qu'elle a choisis, qu'ils jouent leur propre rôle ou pas, mais qui sont des acteurs non professionnels, sont magnifiques. Donc c'est une démarche que je comprends complètement. Ma fille, qui t'a dit jeune fille? Elle est passée dans la maison. Non. Laetitia Ki, j'ai découvert sur Instagram. Donc c'est très moderne cette façon de faire du casting. J'ai été fascinée par les sculptures qu'elle fait avec ses cheveux. C'est une artiste capillaire, photographe, peintre, très engagée. Et elle se met en scène souvent à travers des autoportraits qui sont souvent assez dérangeants, très beaux, très forts. Et je la suivais parce que j'aime son travail. Et donc quand j'ai su qu'on allait bosser ensemble, j'étais hyper contente. Et ça a été une très grande rencontre. C'est vraiment quelqu'un, elle a vraiment son monde. Elle est très particulière. Et elle le porte sur son visage, elle raconte ça dans le film, dans ce parcours très singulier. C'est une étudiante qu'on prend pour une migrante, mais c'est une étudiante. Donc elle est comme ça prise entre plusieurs feux. Elle ne veut pas qu'on la relègue au statut de réfugiée parce qu'elle ne l'est pas. Et puis elle se rend bien compte que en fait, c'est une question à laquelle elle ne va pas pouvoir échapper. Jolie! Tu allais te mettre dans quoi encore là? Nané, ça a été mon coup de cœur de la vie, puisque je l'ai rencontrée dans un casting sauvage à Tunis. Et elle joue en partie son propre rôle dans le film. Et on a travaillé, c'est celle que j'ai connue en premier, donc on a travaillé 2 ans avant le tournage ensemble pour se préparer au rôle. J'aurais adoré être là 2 ans avant et non pas juste 10 jours auparavant. Et Déborah, elle est exceptionnelle dans le film. Elle a vraiment un monde et une éloquence, une palette de jeux extraordinaire. Donc j'espère vraiment que et Déborah et Laetitia vont, à partir de ce film, décoller dans le cinéma. Elles ont un potentiel qui est extraordinaire. Je sais qu'elles peuvent tourner dans plusieurs langues, dans plein de cinématographies différentes. Voilà, donc vraiment j'espère. C'est un appel. Le film aussi interroge beaucoup la question du vouloir et du pouvoir, parce qu'il y a toujours cette expression qui dit c'est quand on veut qu'on peut. Et je trouve que Nané, elle pose vraiment cette question de est-ce que c'est pas quand on peut qu'on veut finalement. Donc je me suis intéressée à cette question en travaillant les personnages. Il faut remettre cet enfant aux autorités. Toi, tu fais confiance aux autorités? Et puis à Kenza, la toute dernière, j'ai connue dans une église évangélique le dimanche matin, parce que j'y allais régulièrement pour assister au culte. Et elle m'a été inspirée par une vraie histoire assez tragique, en réalité, d'une petite fille que j'avais rencontrée dans un culte et qui a perdu la vie en traversant la Méditerranée à peut-être 1 mois du film. Et ce personnage n'existait pas dans le scénario, il a été ajouté pour lui rendre hommage. Comme ça, on va bien s'occuper de toi. On avait préparé avec elle la scène du bain. Il y a aussi des choses qu'elle a vraiment vécues que j'ai découvertes au moment où on tournait. Et à la fois, c'était étonnant. Moi, je ne l'avais pas écrit de cette manière-là. Je n'avais pas imaginé qu'elle allait être si joyeuse en racontant des choses si graves. Et ça, on ne peut pas l'imaginer quand on écrit. Et en même temps, c'est à la fois étonnant, surprenant, mais tellement, ça nous apprend tellement de choses. Et du coup, elle sort complètement du cliché de l'enfant traumatisé, puisqu'elle a vécu un trauma, certainement qui se verra plus tard. Mais en attendant, dans le présent, dans le moment présent, elle exprime autre chose que ça.
Ça, c'est des choses qui sont assez étonnantes quand on mélange réalité et fiction. Et mon contrat de location, ça en est où? Justement, je suis venu pour ça. C'est pas possible. Pourquoi? Et il veut pas. Qui ça, il? Il veut que vous partez tous. Mais vous connaissez la Tunisie mieux que moi. Ça monte, ça descend, ça se calme toujours. Franchement, je paye mon loyer. Correctement. Vous et moi, on n'a pas de problème. Les gens venaient me voir en disant « Est-ce que tu peux me donner des conseils parce que voilà, j'ai peur ». En fait, je leur dis « Mais vous avez été choisi. Il y a toute une partie du travail qui a déjà été fait. Vous avez été choisi parce que vous correspondez au personnage. L'autre chose, c'est de faire confiance, d'avoir confiance en Érige et surtout de respirer. Et ça a l'air bête de le dire comme ça. Et souvent, quand on est stressé, on ne respire plus, on bloque, on est dans les tensions. Et quand on se remet à respirer en conscience et à être dans l'accueil de ce qui se passe, parce qu'on ne joue pas tout seul. Et donc, je leur disais juste, on est ensemble et on va avancer. Et moi, j'avais le trac aussi, parce que j'ai été choisie 10 jours avant le début du tournage. Et c'est un rôle assez dense, avec plein de choses différentes à jouer. Donc, c'était marrant parce que n'envisageait pas du tout que moi, je puisse avoir peur, que je puisse avoir le trac. Donc ça, c'était drôle. Mais on est d'égal à égal sur un tournage. À partir du moment où le bateau quitte le quai, on avance ensemble. Moi, j'ai pas de problème. Donc, faites-moi le contrat de location, c'est pas compliqué. C'est compliqué. Quand j'ai tourné, c'est pas compliqué. C'est compliqué. Il faut attendre beaucoup. Oui, j'attends et je suis très patiente. Une préparation express en 10 jours, je n'envisageais pas de la faire seule, donc j'ai appelé une amie comédienne, dont je suis très proche, Julie Judd, et je lui ai dit, écoute Julie, help. C'est très très chaud, voilà. Et on a travaillé ensemble sur d'abord les prêches, pour être sûr d'asseoir la connexion avec le côté pasteur de Marie, d'asseoir aussi cette crédibilité-là, parce qu'il s'agit d'une pasteur. Si on ne croit pas en ça, le film ne peut pas tenir. Et puis on a travaillé par couches successives, à la fois sur le texte qu'il fallait maîtriser, mais aussi sur la dimension de son passé de journaliste, le rapport qu'elle a avec cet enfant, pourquoi elle accueille cet enfant chez elle, pourquoi elle va se battre pour cet enfant, le rapport qu'elle a spécifique avec Nané, celui qu'elle a avec Laetitia, avec le voisin. Enfin, on a essayé comme ça de dresser un panorama assez complet. Et bon, après, je me suis jetée à l'eau. Et c'est au jour le jour, c'est scène après scène. Je déclare une année de saut, une année d'avancement, une année de progrès, une année de lumière sur toi. Ce qui était passionnant, c'est qu'avec Érige, on travaille beaucoup sur les improvisations. Des improvisations orchestrées, c'est pas chaotique. Mais Érige n'a pas peur du vide. C'est une très grande force. Quand quelque chose n'advient pas, elle reste très tranquille. Je me dis, c'est peut-être pas le jour. On va le refaire. Ou alors, c'est intéressant, je pars en montage ce soir, et le lendemain, elle arrive, elle dit, j'ai revu la scène, on va juste la refaire en ajoutant tel personnage ou tel dialogue. On va la tourner d'un autre point de vue. Et j'avais l'impression d'être un peu dans sa tête avec elle parce qu'elle m'y a invitée. Elle me disait, Aïssa, tu as déjà réalisé 2 films, donc j'aime bien avoir des discussions avec toi sur la mise en scène. Et c'était génial parce que j'étais vraiment au plus proche de son réacteur interne. Et elle est passionnante. Je fais un peu les choses à l'envers en général. Je termine l'écriture du film après avoir rencontré les acteurs et les comédiennes. Kenza est arrivée quelques jours avant. Kenza et Foued, le personnage de Foued, sont arrivés quelques jours avant le tournage. Et c'est presque même des personnages qui se réécrivent au fil du tournage. Ouais, c'est presque des accidents de tournage que vous intégrez pour des accidents. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de ça. Il y a par exemple une scène d'anniversaire. C'était le jour de mon anniversaire et il n'y avait pas de scène d'anniversaire dans le scénario. Et il y avait ce gâteau, j'avais envie qu'on le partage. Et là, on s'est dit, pourquoi ce ne serait pas l'anniversaire d'un de nos personnages, finalement. Donc voilà, c'est un peu de faire rentrer la vie toujours dans le processus de création du film. C'est vraiment un des choix aussi de cohérence de personnages, de récit, et d'équilibrer aussi les personnages et de ne pas aller dans le drame à outrance, puisque ça nous empêche de regarder autre chose des fois. Vous voulez du chocolat? Mes mains sont propres. Non, je suis diabétique. Diabétique? Oui. Ah, c'est pour ça les yeux? Un peu, oui.
Je crois que la fiction nous permet des libertés en fait, que le documentaire ne nous permet pas. Notamment, en l'occurrence, on parle d'un film où c'est des femmes qui font famille alors qu'elles ne sont pas de la même famille. Et ça, c'est quand même... la fiction permet de rassembler, de rendre des choses plus intenses. Et puis peut-être, même quand c'est ancré dans le réel, comme le cas de mes films, de rendre le réel, de le sublimer peut-être aussi, de lui apporter autre chose. Peut-être de pas tangible, de moins tangible que dans le documentaire. J'aime beaucoup la manière dont Erige ou d'autres vont convoquer le réel. Et vraiment aller à la recherche des petites choses, des gestes, des visages, des regards, pas simplement les petites choses, mais aussi le point de vue, comment la caméra va capter une situation, capter une dynamique entre des personnages, dire ce que les mots, les dialogues, les personnages ne disent pas. Je pense cinéma, je pense beauté, je pense poésie, je pense portrait aussi. C'est presque de la photographie de ces femmes, que ce soit pour Sous les figues ou ce film-là. C'est vrai que je pense beaucoup au côté un peu portrait et la fiction nous permet de styliser ça, de lui apporter cette beauté. Aujourd'hui, tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi, c'est le début. Cette année, c'est vous qui allez témoigner à ma place. Amen. Amen. Je trouve que le film, il a ça de très fort, c'est-à-dire qu'à la fois il est très politique. On parle quand même d'une question majeure aujourd'hui, une question fondamentale qui traverse beaucoup de territoires, qui est la question de la migration. Le politique est traité à travers l'intime et en fait il y a ce socle qui ne bouge jamais, qui est l'ambition esthétique, l'ambition narrative, l'ambition cinématographique. L'image de Frida Merzouk, notre chef opératrice, est absolument magnifique et c'est pas la beauté pour la beauté, c'est une esthétique qui s'invite pour raconter quelque chose sur ce qu'un personnage va vivre, ne peut pas dire, ce par quoi il est habité, ce qui le hante. Elle a fait un travail vraiment magnifique avec Erige. Avec ma chef opératrice, on a beaucoup parlé des couleurs avant toute chose. On s'est dit, mais quelles seraient les couleurs de ce film? C'est vrai qu'on était beaucoup dans le vert, la nature, le soleil, dans le précédent. Et celui-là, il y a le bleu tout de suite qui est... Parce que c'est le bleu de la mer qui n'est pas loin, donc la possibilité de traverser vers l'Europe. Le ciel, c'est cette promesse divine du ciel. Le bleu de la mer, évidemment, de ce bateau, de ce naufrage qu'a fait cet enfant. Et puis le rose de la robe de Nané dans le film qu'elle porte, comme si elle vivait sa vie tout à fait normalement, alors qu'elle est dans une situation complètement exceptionnelle. Et c'est aussi le rose de l'enfance, de Kenza. Et c'est plutôt les couleurs qui nous ont guidés plus qu'autre chose. On aura la chance de la voir. Tu sais, la distance, ça tue l'amour. Tout le monde nous tourne le dos en ce moment dans ce pays. Tout ce qui nous reste, c'est quoi? C'est ce qu'on a construit les uns avec les autres. Je me réjouis du fait que mes engagements m'ouvrent des portes et me donnent accès à des gens comme Erige Sehiri, par exemple, et le film Promis le ciel, parce que c'est des cadeaux. C'est vraiment des cadeaux d'être dans des films comme ça, avec des personnages comme ça. Je ne cache pas que j'aurais aimé aller plus loin avec mes personnages, ouais. Prendre encore plus de temps avec elles. Puisque finalement, c'est quand même des films qui s'expérimentent pendant le tournage et qui demandent ce temps de vie, en fait, de vivre ensemble réellement et de réécrire. Et c'est vrai que là, on était plutôt sur un tournage plus classique, mais avec une méthode moins classique. Donc il fallait composer avec ça, avec aussi les tensions du pays, etc. Donc c'était un vrai défi. Chaque film, il y a des choses, des frustrations qui nous poussent à aller vers le prochain. Chaque jour est une bataille. En fait, chaque film, dès lors qu'on est inspiré par la personne qui met en scène, devient comme une borne, un repère sur une route. Et quand j'ai réalisé le film Marcher sur l'eau, par exemple, je me sentais un peu habitée par le regard d'Abderrahmane Sissako dans le film dans lequel je n'ai pas joué, qui s'appelle Herema Konokis, qui est En attendant le bonheur, qui est un film très poétique, très beau, sur un personnage en transit comme ça. J'étais habitée aussi par le regard de Michael Haneke sur son traitement de la nuit, la lumière dans la nuit, comme dans Le Temps du loup ou dans Le ruban blanc, pardon. J'étais habitée par le travail de Dominique Cabrera, qui est une réalisatrice magnifique, qui vient elle aussi du documentaire. Et la manière dont... Voilà, en fait, là, travailler avec Erige, je sais
que pour moi, c'est de l'ordre de... Il y a un avant, un après. On a ouvert un dialogue ensemble. C'est quelqu'un que... Là, j'écris un documentaire en ce moment. Je sais que je vais la solliciter un moment pour échanger parce qu'elle a un regard tellement précis et tellement ouvert en même temps que c'est génial de parler avec elle parce qu'on réfléchit ensemble à deux cerveaux. Enfin, vraiment, je l'adore.